Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни. Le 25 décembre 1991 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du XXe siècle. Ce jour-là, en direct à la télévision, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission, scellant la fin officielle de l'Union soviétique. Un dernier acte symbolique dans un effondrement entamé depuis plus d'un an et demi, au fil des déclarations d'indépendance des républiques soviétiques. Si cet événement marque l'effondrement d'une hyperpuissance politique et économique du XXe siècle, c'est aussi la fin d'un grand pays de sport qui aura marqué le paysage footballistique européen. Pour bien comprendre l'impact de cette chute sur le football soviétique, il faut d'abord remonter le fil de l'histoire et plonger au cœur de ce système où chaque club portait l'étendard d'une institution du régime. L'activité sportive était relativement mise en avant dans le régime soviétique, avant tout pour prôner l'hygiène de vie, mais aussi pour valoriser le monde ouvrier à travers la propagande du sport. À cet égard, on peut alors facilement comprendre l'origine des noms des clubs de football de l'URSS qui se sont formés. Le CSKA Moscou, dont l'abréviation se traduit par Club Sportif Central de l'Armée, fondé en 1911, est le club de l'Armée Rouge. Le Lokomotiv Moscou représente lui la société des chemins de fer russes, et ses premiers joueurs étaient des cheminots et des travailleurs du rail. Le Dynamo Moscou est lui créé par le ministère de l'Intérieur, et compte dans ses rangs des agents de la milice et du renseignement. Quant au Torpedo Moscou, il est fondé par le syndicat des métallurgistes de l'Union soviétique et représente les usines automobiles et d'industrie lourde. Enfin, un grand nom du football moscovite n'a pas été énoncé, celui du Spartak Moscou. Fondé en 1922, son nom, référence directe à Spartacus qui a mené à Rome la révolte des esclaves, est en effet le club dissident qui représente le peuple et qui se place à l'encontre de l'État. Et toutes ces dénominations de clubs se retrouvent dans les différentes républiques soviétiques. Le Dynamo Kiev en Ukraine, le Torpedo Yodzina en Biélorussie, le Lokomotiv Tbilissi en Géorgie, et j'en passe. Les exemples sont nombreux. Le football est ainsi très présent en URSS avec la fondation de ces nombreux clubs dès les années 20, puis avec la création d'un championnat national en mai 1936. Composé au départ de 7 équipes dont 6 Russes et une Ukrainienne avec le Dynamo Kiev, le club géorgien du Dynamo Tbilissi rejoint rapidement les rangs de ce championnat dès l'automne 1936. Et si la forme du championnat va régulièrement changer au cours de son histoire, intégrant jusqu'à 24 clubs en 1938 et comptant des équipes russes, ukrainiennes bien sûr, mais aussi de toutes les autres fédérations soviétiques, géorgiennes, azéries, ouzbèques, arméniennes, moldaves, il est au cours de son histoire largement dominé par les clubs russes et ukrainiens, qui ont glané 50 des 54 titres de champion d'Union soviétique. Parmi les rares autres champions, on compte l'Ararat Erevan, club arménien en 1973, le Dynamo Minsk, club biélorusse en 1982, et enfin le Dynamo Tbilissi, club géorgien et champion d'URSS par 2 fois en 1964 et en 1978. Et justement, parmi ces rares éclats venus d'ailleurs, il en est un qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus longtemps, le Dynamo Tbilissi. Car derrière ce nom, c'est toute une épopée géorgienne qui s'est écrite, mais trop souvent oubliée. Fondé en 1925, le club intègre très rapidement le championnat soviétique de première division en 1936, quelques mois seulement après sa création. Mais lorsque le Dynamo Tbilissi remporte son premier titre de champion d'URSS en 1964, le régime met encore un frein en Coupe d'Europe pour ses clubs. Ainsi, le vainqueur du championnat, tout comme celui de la Coupe nationale, n'est pas inscrit par le pays dans les compétitions européennes. Et c'est plutôt curieux quand on rappelle que l'URSS a remporté le premier championnat d'Europe des nations en 1960. Mais l'explication tient dans le fait que le régime soviétique voyait en l'équipe nationale un meilleur moyen de faire briller le pays à l'échelle continentale, mais surtout pouvait mieux contrôler les déplacements de la sélection que de ces deux clubs, plus nombreux en Coupe d'Europe. Car en effet, nous sommes au début des années 60 et la guerre froide bat son plein, et l'Union est alors méfiante. Elle finit néanmoins par baisser sa garde et autorise à l'aube de la saison 65-66 la possibilité à ces clubs de participer aux compétitions européennes. Le Dynamo Tbilissi, dont le premier titre national a lancé une certaine dynamique, figure tout au long des années 60 et 70 comme un grand club dans l'Union soviétique, finissant régulièrement sur le podium. La 3e place acquise lors de la saison 1971 va permettre au club géorgien de prendre part à sa première campagne de Coupe d'Europe lors de la seconde édition de la nouvelle coupe de l'UEFA. Face aux Hollandais du FC Twente, les Bleus et Blancs s'imposent à l'aller 3-2 mais s'inclinent finalement au retour 2-0, scellant une cruelle élimination au premier tour.
Et si les campagnes européennes vont devenir de plus en plus fréquentes pour le Dynamo lors des années 70, un grand tournant va s'opérer en 1976 avec l'arrivée à la tête de l'équipe première d'un entraîneur pas comme les autres, Nodar Aralkatsi. Attaquant peu flamboyant lors de ses années de joueur en Géorgie dans des clubs inférieurs de la capitale, c'est sur un banc de touche au poste d'entraîneur qu'il va pleinement exposer ses qualités. Son style se caractérise par une philosophie de jeu résolument tournée vers le collectif mais laissant libre cours à un jeu offensif, technique et explosif. Son arrivée en 1976 à la tête du club va combler le chaînon manquant au Dynamo Tbilissi pour écrire sa grande histoire. En effet, le club est déjà doté de bons joueurs au sein de son effectif, notamment internationaux soviétiques qui collent bien à la philosophie de jeu de leur nouvel entraîneur, eux que l'on surnomme les soviets brésiliens, car les joueurs géorgiens se distinguent par leur qualité technique naturelle et un certain romantisme du jeu. On compte ainsi David Kipiani, buteur expérimenté, le capitaine et milieu de terrain Manouchar Machaidze, ou encore Vladimir Goutsaev, lui aussi buteur et qui se distingue par ses qualités de dribble et d'accélération, capable de déséquilibrer une défense à lui tout seul. Ajoutez à cela une vague d'arrivée des meilleurs jeunes du pays, Aralkatsi dispose d'un effectif à la hauteur des ambitions du club. Enfin, il voit s'achever en septembre 1976 le tout nouveau Vladimir Ilyich Lénine Dynamo Stadium d'une capacité de 74 000 spectateurs. Une grande équipe et un grand stade pour supporter les siens, tous les éléments sont alors réunis pour que débute l'époque du Grand Dynamo. Et celle-ci ne se fera pas attendre. Une deuxième place acquise au cours de la saison 77 va servir de répétition générale avant que le Dynamo Tbilissi ne remporte son deuxième titre de champion du RSS lors de la saison 78. Surtout, cela lui ouvre pour la première fois la porte à l'épreuve reine du continent, la Coupe des clubs champions. Le tirage au sort va alors l'opposer à un mastodonte du football européen, Liverpool. Et face aux champions d'Angleterre, le Dynamo Tbilissi va exposer toutes ses qualités et son potentiel aux yeux de l'Europe. En effet, le football soviétique n'est pas diffusé hors de l'Union et fait figure de championnat exotique pour les Anglais. Au match aller à Anfield, pas intimidés, les Géorgiens délivrent une belle copie et s'inclinent d'une courte marge de buts à 1. Mais les belles promesses affichées dans le jeu vont se concrétiser au match retour. Dans un stade bondé, encouragé par ses 75 000 supporters, le Dynamo Tbilissi a tout simplement surclassé le favori de la compétition. Une victoire cinglante 3-0 et une domination sans partage. Le Dynamo Tbilissi a désormais un nom en Europe, et la Géorgie, remarquée pour les qualités de son football. Si les ardeurs du Dynamo sont refroidies rapidement au tour suivant, battu à l'aller et au retour par Hambourg, le club géorgien ne s'avoue pas battu. Fort d'une victoire en Coupe de l'Union soviétique 1979, acquise en finale face au Dynamo Moscou au tir au but, le club géorgien s'offre là une nouvelle campagne européenne, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et fort de ses expériences passées dans les différentes joutes du football européen, le Dynamo Tbilissi va écrire là la plus belle page de l'histoire du football géorgien. En 16e de finale, les Bleus et Blancs éliminent les Grecs du PAE Kastoria, 2-0 au match retour, après avoir concédé le nul 0-0 en Grèce. Tour suivant, les Géorgiens étrillent les Irlandais du FC Waterford, une courte victoire 1-0 en Irlande à l'aller, puis un 4-0 à domicile pour sceller une qualification en quart de finale. Face aux Anglais de West Ham, vainqueurs de la FA Cup mais en 2e division, les Géorgiens imposent leur loi. Des contre-attaques éclairs, dont une extraordinaire conclue aux 28 mètres par une frappe du défenseur central Alexander Chivadze, dont la qualité technique contraste avec celle des centraux anglais, moins habiles techniquement. Score final 4-1 et déjà un pied et demi dans le dernier carré de la compétition. Et si au retour et dans un certain relâchement, les Hammers vont s'imposer 1-0 en toute fin de rencontre, c'est trop peu pour inverser la tendance. En demi-finale, les Géorgiens croisent le fer avec les Hollandais de Feyenoord et infligent leur tarif maison à domicile lors du match aller, 3-0. Là encore, la domination est nette et sans bavure. Un collectif bien huilé qui se projette vite vers l'avant, avec des combinaisons, des 1-2 et des qualités techniques largement au-dessus de la moyenne, même chez les défenseurs. Un match maîtrisé de bout en bout, qui permettra même un relâchement au match retour. Défait 2-0, juste ce qu'il faut pour se qualifier et tenter d'aller décrocher une couronne européenne. Le Dynamo Tbilissi se voit alors dresser devant lui une autre équipe surprise et peu habituée des finales européennes, le Carl Zeiss Jena, un club allemand du bloc de l'Est. Et ce match se dispute en Allemagne de l'Ouest, à Düsseldorf, dans un stade qui pour des raisons politiques évidentes sonne alors creux pour l'occasion. Seulement 4700 supporters sont présents dans les tribunes pour une capacité de 76 000 places.
Cette finale entre les deux outsiders ne propose pas un grand match de football en première période. Les Géorgiens butent sur la défense est-allemande, solide et bien en place. À l'heure de jeu, c'est même les joueurs du Karlsruhe Siena qui ouvrent le score grâce à Gérard Hope. Да, успел к этому мячу. Удар в ворота. Гол. Mais si ce but donne un avantage aux Allemands, il a le mérite de réveiller les joueurs du Dynamo. Il faut à peine 5 minutes pour que Gutsaev, bien décalé sur la droite, déclenche une frappe puissante au premier poteau pour égaliser. En toute fin de rencontre, Daracelia, bien servi par Kipiani, se joue de la défense est-allemande, puis ajuste le gardien. Вошел в штрафную, ну может быть. Обвел второго. Удар в ворота. Гол. 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 2-1. Le score en reste là. Le Dynamo Tbilissi devient le second club de l'Union soviétique à remporter une Coupe d'Europe, après son homologue du Dynamo Kiev. La date du 13 mai 1981 est désormais marquée au fer rouge dans l'histoire du football géorgien. Car si à l'époque le pays faisait encore partie de l'Union soviétique, c'est surtout en Géorgie que cette victoire fut célébrée, signe d'une URSS déjà en déclin qui aboutit 10 ans plus tard à l'indépendance géorgienne, le 9 avril 1991. Peu médiatisé mais pourtant pétri de talent et de qualité, ce Dynamo Tbilissi est sans aucun doute l'équipe qui se rapproche le plus du concept de football total, aux côtés de l'Ajax dans les années 70 et 80. Pas si étonnant, lorsque l'on sait que l'idole de son attaquant David Kipiani n'est autre que Johan Cruyff. Si après 1991 et la chute du bloc communiste, la Géorgie est devenue un petit pays du football, celui que l'on affronte dans le chapeau 4 des qualifications à l'Euro et dont les clubs peinent à dépasser les tours préliminaires des compétitions européennes, elle n'a pas perdu son âme du beau jeu pour autant. La belle génération émergente qui a disputé un 8e de finale lors de l'Euro 2024 le confirme. Une équipe avec de multiples qualités, notamment techniques, digne héritière des soviets brésiliens qui ont fait sa renommée il y a plusieurs décennies.